Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet autre rendez-vous de l'émission 237, le débat sur Equinox Télévision. Ce soir, nous parlons de décentralisation au Cameroun. Question d'interroger sa matérialisation et surtout le mécanisme ou les mécanismes qui contribuent à son blocage. La décentralisation, le transfert des compétences de divers pouvoirs et ceci du pouvoir central vers les collectivités territoriales décentralisées. Ce concept est considéré au Cameroun par certains comme un leurre et par d'autres comme une réalité palpable qui, dans certains aspects seulement, traîne à être mis en place. Qu'en est-il réellement? Le récent décret du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, retrocédant les équipements marchands qui ne l'étaient pas encore aux communes d'arrondissement, est venu comme pour jeter un pavé dans la mare. Ceci est venu remettre au goût du jour la décentralisation à vitesse variable à la camerounaise avec des interprétations divergentes et des rébellions administratives observées ça et là. C'est pour comprendre donc ce concept de décentralisation contenu dans la Constitution du 18 janvier 1996 au niveau de son article 55 alinéa 2 que nous retrouvons ce soir. Question aussi d'interroger les réalités de son applicabilité dans notre contexte. Ce sera donc l'objet du débat de ce soir. 237, place au débat. Ce sera dans quelques instants avec nos invités. Des invités qui sont là, présents ce soir, avec notamment Barthélemy Kom-Tuenti. C'est un expert consultant en question de décentralisation, auteur de l'ouvrage Cameroun, la décentralisation en marche, présent sur ce plateau ce soir. Bonsoir à vous, monsieur l'expert. Bonsoir, Barthélemy Kom. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici ce jour. Nous disons bonsoir à monsieur Abel Elimi Lobé, qui est conseiller municipal SDF dans la mairie de Douala 5. Bienvenue à vous. Merci et bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, on dit bonsoir au troisième invité qui est conseiller UDC à la mairie de Douala 2e, monsieur Aïdjo Amadou Aïdjo Mongwat. Bienvenue à vous. Merci Eric pour l'invitation. Je dis bonsoir aux copanélistes et surtout bonne émission à tous les téléspectateurs d'Equinox et en principe et ceux de 237 le débat en particulier. Voilà, bienvenue donc une fois encore à tous et à chacun. Et tout de suite, comme d'habitude, pour l'entame, nous allons prendre ce reportage signé Royal Toumi, question de nous situer dans le contexte de ce débat qui porte sur la décentralisation au Cameroun telle qu'elle se porte. Pour comprendre la décentralisation au Cameroun, il faut remonter à l'époque coloniale. C'est à l'ouest du pays que les autorités britanniques initient le comité Native Authorities. Ils gèrent les affaires locales avec une certaine autonomie, sans interférence avec les intérêts des colons. L'administration française va à son tour introduire la notion de commune en 1941. L'article 46 de la Constitution du 4 mars 1960 dispose que les collectivités locales de l'État du Cameroun sont les provinces et les communes. Elles sont dotées de la personnalité morale et jouissent d'une autonomie financière. Simple théorie politique. Le Cameroun aura la tête tournée ailleurs jusqu'au 18 janvier 1996 où une nouvelle constitution va le définir comme un État unitaire et décentralisé. Dès cette date, le verbe décentraliser se conjugue à tous les temps au renouveau. Mais la démocratie de proximité tant rêvée à travers la décentralisation va tarder à se mettre en place. Des compétences sont transférées par l'État aux communes au compte-gouttes. Pour montrer son manque de volonté à parvenir à un État décentralisé, le gouvernement fait introduire dans la loi de 2004 l'article 15 alinéa 2 qui énonce le principe de concurrence des compétences. Les compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales ne sont pas exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l'État. Du coup, au Cameroun, le pouvoir politique maintient la mainmise sur les communes de bout en bout et entretient délibérément la pauvreté, le chômage et le sous-développement.
Ceci se manifeste par la nomination par décret présidentiel d'un délégué du gouvernement à la tête de chaque communauté urbaine. La constitution de commissions régionales des marchés publics qui retire à l'autorité locale le pouvoir de signer les marchés publics. La nomination directe par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation des secrétaires généraux des communes. L'accord préalable de la tutelle comme critère exécutoire du budget des collectivités, la dépendance des collectivités au versement d'une dotation globale de décentralisation qui reste sous-évaluée. Des marges de manœuvre fiscales très faibles sous contrôle du FECOM, l'impossibilité de contracter des prêts sur le marché sans l'accord de la tutelle pour procéder à des investissements. La décentralisation au Cameroun, c'est donc un pilotage fragilisé, des dotations et recettes fiscales peu maîtrisées, un développement local timide. On est donc loin et bien loin de 2035, cet horizon qui sait où la mairie de Yabassi aura la charge de bitumer sa propre route délaissée par les gouvernements de Paul Biya. 2035, l'horizon où les communes construiront des aéroports de fret moyen, auront l'entière charge de l'aménagement du territoire. Mais à l'avancée au pas d'escargot de la décentralisation Made in Cameroun, tout laisse croire qu'on y arrivera dans 20 ans au moins, après 2035. Un reportage de Oriol Choumi qui plante donc le décor, pas mal de pessimisme au regard de ce reportage qui nous permet de poser la première question et surtout de s'interroger sur la définition même de ce concept de décentralisation. Je vais commencer par vous, monsieur le conseiller municipal de Douala 2, Amadou Aïdjo Mongwat. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de définition de ce concept appliqué à la réalité camerounaise? Vous faites bien de le dire, mais en principe, il ne devrait avoir aucune ambiguïté en ce qui concerne la notion de décentralisation. À partir du moment où nous l'avons suivi dans le reportage, et il est bien clair que dans l'article 1er de la Constitution, il est affirmé que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Et à travers les différents discours du chef de l'État qui a lancé cette politique, il affirme tout le temps le caractère irréversible du processus de décentralisation. Mais je dois dire que les problèmes se situent à deux niveaux. Il y a d'abord le problème des acteurs. Et le problème des acteurs dans la mesure où vous savez que l'habitude de l'administration et surtout des responsables de l'administration centrale qui se comportent comme... ils sont victimes d'une maladie qu'on appelle le syndrome du responsable situé, c'est-à-dire le genre de responsable qui a du mal à se départir des avantages qui sont déjà acquis. Ensuite, il y a le problème, un certain nombre de dispositions légales qui, à l'épreuve de son application, de leur application sur le terrain, ont montré leurs limites, notamment l'article 15 qu'on vient de citer là sur la loi d'orientation de la décentralisation. Donc c'est autant de choses qui font en sorte que la décentralisation, on a l'impression qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Donc c'est un peu cela qu'il faudrait mettre sur la table et revoir de manière objective, sans arrière-pensée. Et donc là, M. Barthélemy, comme tu étais, la définition à la camerounaise de ce concept de décentralisation correspond-elle, selon vous, au dire de M. le conseiller UDC? Nous ne pouvons pas parler d'une définition à la camerounaise. Parce que la loi elle-même a défini ce que c'est que la décentralisation. L'article 3 de la loi dit que la décentralisation consiste en un transfert par l'État de certaines compétences aux collectivités territoriales décentralisées, qui sont les régions et les communes. Or, pour le moment, nous n'avons que les communes qui sont opérationnelles. On attend que les régions se mettent en place. Et la loi va plus loin en disant que ce transfert doit s'accompagner d'un transfert de moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de transfert de compétences accompagné de moyens, il n'y a pas de décentralisation. Il faudrait qu'on soit clair. Parce que la décentralisation... Et donc aujourd'hui, y a-t-il décentralisation ou pas?
Aujourd'hui, nous sommes... Puisque vous restez dans la définition académique telle que... Voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2010, l'État a engagé les premiers transferts de compétences. Ces transferts de compétences se font à un rythme jugé lent par les acteurs. Et ces transferts de compétences ne respectent pas l'esprit même de la loi. Parce que quand on dit transférer les compétences, ça veut dire quoi? S'il y a des compétences en matière d'éducation, par exemple, on les transfère et on transfère les moyens. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'État transfère des projets aux communes. Or, quand la loi dit que les communes jouissent d'une autonomie, ça veut dire qu'ils attendent ces compétences pour exercer la plénitude de leur autonomie. Et cette autonomie doit consister à l'identification des projets, à la planification et à la programmation. Or, les maires, aujourd'hui, ils restent dans leur commune et l'État dit, vous avez 2 salles de classe. Ils n'ont même jamais émis les besoins. Parfois, ce n'est pas les besoins les prioritaires dans leur commune. Malheureusement, c'est l'État qui décide. Alors, à ce niveau, Abel Elimbilobé, comment comprendre cette politique qui colle à un adage africain qui dit on donne la chèvre, mais on continue à tenir la corde? Je vais vous surprendre un peu, sans toutefois véritablement me désolidariser dans le fond de ce que viennent de dire mes 2 prédécesseurs. Je crois que je suis en train de lire les problèmes de la décentralisation sous un nouveau prisme qui ne met plus fondamentalement en cause l'État. Parce que le discours simple, récurrent, c'est que l'État n'a pas fait ça, il ne donne pas, il ne donne pas, il ne donne pas. Est-ce que ce qu'il a déjà donné, les gens utilisaient ça bien? Ce qu'il a déjà donné là. Par exemple. L'État a mis en place le cadre institutionnel. Le conseiller Mongwa Tamadou et l'expert ont évoqué des lacunes. C'est vrai. On observe sur le terrain des chevauchements. On voit des préfets qui se donnent des autorités ou des compétences que d'ailleurs aucun test ne leur donne. Vous avez vu la crise qu'il y a eu ici avec les marchés à l'époque du préfet Okala Bilay et le délégué du gouvernement, où le préfet voulait administrer le marché de Mbopi. Il décidait de qui va faire quoi là-bas. Jusqu'au jour où on lui a dit, mais au fait, est-ce que c'est le préfet qui s'occupe des marchés? Bon, donc il y a ce genre de petits conflits. Mais en réalité, qui peuvent se régler si les exécutifs locaux sont constitués de personnes qui connaissent véritablement leurs prérogatives et comment fonctionne l'administration. Donc, j'ai l'intime conviction que le problème ne se situe plus entièrement dans l'architecture institutionnelle des collectivités territoriales. On a la loi d'orientation qui pose la philosophie générale. On a la loi portant régime financier des collectivités. Bon, on a déjà les lois qui organisent le fonctionnement, c'est-à-dire la loi portant les règles, fixant les règles applicables aux communes, qui dit comment il faut faire, que les acteurs refusent d'appliquer. Vous n'allez pas dire que c'est le président qui doit venir dire que répartissez les postes d'adjoint au maire quand la loi l'a dit. Bon, vous avez la loi fixant le régime financier des collectivités territoriales qui vous dit dans certains de ces articles, notamment je crois le 61 ou 62, quelque chose comme ça, qui vous dit que le budget c'est avant, au plus tard le 15 novembre de l'année, à laquelle il se rapporte. C'est pas le président qui va venir dire aux gens d'appliquer. Les préfets qui sont chargés de veiller à l'application, quand on leur donne un peu d'argent, parce que la mode c'est que dès qu'un préfet est nommé quelque part, le maire qui est là secours, il lui achète le lit, il lui achète les marmites, il lui donne les bureaux, il fait tout pour que le préfet n'ait plus rien à lui dire. Et comme ça, comme chez nous à Douala 5, le budget n'est jamais adopté dans la date convenue. Les répartitions des différentes charges budgétaires, la portion qui est réservée à le fonctionnement ou à l'investissement ne sont pas respectées, mais le préfet ne dit rien. Ce n'est pas le président de la République qui est en cause, ni les textes. Donc pour vous, les acteurs communaux, les acteurs de dans ces collectivités territoriales décentralisées
sont les principaux freins. J'allais donc chuter pour dire que le véritable débat qui me paraît d'actualité aujourd'hui, en l'état actuel du transfert des compétences qui sont réalisées, ce n'est plus un débat institutionnel, c'est le facteur humain. C'est le facteur humain. J'espère que nous allons y revenir. Oui. Parce que quand vous avez des collectivités territoriales où vous trouvez dans l'organe délibérant qui, l'expert est là, Aïdjo est là, administre librement la commune. Vous mettez là-dedans les partis politiques, mais l'argent des gens qui savent ni lire ni écrire. Vous voulez obtenir quel résultat? Et donc, sur cet aspect facteur humain, monsieur Amadou Aïdjo Moué. Oui. Non, moi, je crois que le facteur humain peut exister. Ça existe, certes. Mais il y a... Il n'est pas le plus important. Non, le plus important, c'est le mécanisme. Je crois que, monsieur, comme tu étais à bien parler de projet, parce que quand on parle d'investissement local, le transfert de compétences aujourd'hui s'opère dans le cadre du BIP, le budget d'investissement public, je crois. Mais quand vous voyez comment ça se passe, ce sont des crédits délégués, ce sont les cartons qu'on envoie aux mairies. Et on vous envoie un carton, par exemple... Certains estiment que c'est un simple catalogue de micro-projets. Voilà, c'est un simple catalogue dont il n'y a aucune participation de la commune. On a même demandé que soient harmonisés les mécanismes du BIP avec ceux du PNDP et ceux du PCD, le programme communal de développement. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que même dans le cadre du PNDP, c'est la même chose. PNDP, donc, le programme national de développement participatif. Voilà, donc, en fait, les magistrats municipaux, les collectivités territoriales décentralisées sont là simplement pour attendre des projets qu'on leur envoie. Et ils n'ont qu'à s'engager dans les procédures de passation de marché, encore qu'ils ne signent pas les marchés publics. On l'a vu dans le reportage. Même l'argent qu'on envoie est logé dans le trésor public. Vous comprenez? Bon, maintenant... À ce niveau, oui, peut-être l'expert va dire moi avant que Abel ne reprenne la parole. Oui, je voudrais, pour la compréhension surtout des téléspectateurs, dire que la décentralisation, c'est une stratégie politique de l'État du Cameroun. Tout à fait. Qui est parti d'un fait important, oui, la réclamation du retour au fédéralisme. C'est ça, voilà. Avec la tripartite de... Voilà, c'est important d'expliquer. 1991. Alors, cette stratégie politique est impulsée par le président de la République. Elle est conduite par le Premier ministre, qui est président du Conseil national de la décentralisation, justement. Et mise en œuvre par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est président du comité interministériel des services locaux. Ça veut dire que c'est toute une stratégie qui a des enjeux. Et ces enjeux, c'est quoi? Les enjeux de la décentralisation, vous avez l'enracinement de la démocratie locale et l'approfondissement de la démocratie locale. L'un des enjeux, c'est le développement local. Et le troisième enjeu, c'est la gouvernance. Maintenant, pour atteindre tous ces enjeux, il faut... Monsieur Lespé, on a l'impression qu'il y a des enjeux non dits, hein, tels que les choses sont implémentées. On va y arriver. Pour atteindre tous ces enjeux, il faut relever certains défis. Oui. Et le premier défi, d'après moi, c'est quoi? C'est que l'État doit être le garant et le régulateur de cette réforme. Ça dit quoi? L'État doit accompagner les collectivités territoriales. Les accompagner vraiment. Mais est-ce que l'État ne le fait pas? Pour le moment, l'État... Là c'est pour rejoindre un peu Abel qui estime que l'État fait un certain nombre de choses. Non, si l'État le faisait, il n'y aurait pas de réticence de la part de certains départements ministériels qui ne veulent même pas transférer. Parce qu'ils estiment qu'ils transfèrent une partie de leur pouvoir. Privilège. Et il n'y aurait pas ces réticences. Voilà. Or, le président de la République a déjà dit que c'est un processus irréversible. Et c'est lui qui impulse. Donc, il n'y a pas que les acteurs doivent se chercher à se tailler la part du lion. En ce moment, au niveau ministériel, les gens estiment que les élus locaux n'ont pas la capacité managériale. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ces élus aient la capacité managériale? On va y revenir. Et c'est ça, justement, cette position étatique ou de certains administrateurs est une position que partage Abel Elimi Lobé. Ce que je veux dire, le conseiller Aïdjo évoque des problèmes réels et l'expert renchérit. Ils ne disent pas ce qui est faux. Mais je dis que
les gens se plaignent, on ne nous donne pas l'argent, on transfère ça sous forme de ceci. L'impôt libératoire que vous collectez vous-même, qu'est-ce que vous en faites? Ce n'est pas l'État qui collecte l'impôt libératoire. Je vais vous donner une disposition. L'État, elle dit, le gouvernement, et en particulier le président de la République, dans l'article 121 de la loi portant fiscalité locale, il dit: les opérations d'émission et de recouvrement des taxes communales ne peuvent faire l'objet de concessions sous peine de nullité. Vous savez pourquoi l'État a dit ça? Expliquez. Parce qu'on a eu une époque où on a cru que on pouvait améliorer les choses, les rendements, dans la perception de ces taxes et impôts locaux, en confiant ça à des opérateurs privés qui, entre guillemets, prétendaient avoir plus d'expertise. C'est devenu une grosse anarque. Donc, l'État a interdit ça. Et il interdit aujourd'hui de ne plus faire collecter les impôts par des opérateurs privés. Parce qu'on a constaté que, en fait, les collectivités perdaient plus d'argent dans cette affaire-là de concession qu'ils n'en gagnent. Mais allez voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, dans la ville de Douala, maintenant, comme je suis en train de parler là, c'est toutes les communes qui font des concessions sur la taxe d'hygiène et de salubrité. Dans quel intérêt? Parce qu'ils veulent voler de l'argent. Les opérateurs privés comprennent. Sur une taxe comme la taxe d'hygiène et de salubrité, qui devrait rapporter potentiellement 400 millions à une commune peut-être de Douala premier. Bon, le concessionnaire vient, il dit, bah, écoute, moi je te donne, il dit au maire, je te donne 100 millions, ça c'est pour toi. Et puis je verse dans ta caisse 100 millions, et puis tu me concèdes ça, moi je ne ferme les yeux pour le reste. Et ils s'attendent sur cette affaire. Et le concessionnaire qui a déjà déboursé 200 millions, il a donné 100 millions au maire. En disant dans le cas de Douala premier que ce n'est qu'un exemple. Non, c'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est Malapa seulement qui fait ça. Il y a les concessions là-bas, à Douala premier. Il y en a à Douala. J'ai dit toutes les communes de Douala font des concessions en ce moment. Et l'exemple, c'était pour dire que quand on a fait ça, la commune, le concessionnaire, il va commencer parce que lui, il a déjà mis 200 millions dans l'affaire. Hein? Il faut qu'il récupère ça et qu'il soulage ses charges de fonctionnement et tout. Il va tout faire. Il va même aller au-delà de la taxe d'hygiène et de salubrité. Entrer même dans les maisons des gens, aller sceller les chambres. Parce qu'il faut de l'argent. À la fin, lui, il prend 600 millions. Et la commune a eu 100 millions dans ses caisses. Ok. Ce n'est pas seulement ça le problème. L'autre problème, et je chute par là, oui, c'est que regardez donc le 1,6 milliard ou les 2 milliards qu'une commune comme Douala Sec a eu à une certaine époque à engranger. Qu'est-ce qu'elle a fait de ça? C'est ça la question. Parce qu'on revendique plus d'argent. Oui, l'argent ne suffira jamais. Il faudra toujours plus d'argent. Mais pour faire quoi? Une chose la commune, quand on prise à Douala premier, oui, la décentralisation n'était même pas encore là quand on prise était maire. C'était en 96, avant 96 même, que nous prise était maire. Il a construit 5 écoles maternelles dans un mandat de 5 ans. 5 écoles maternelles qui sont là. Voilà. D'autres pourront vous présenter leur bilan. Depuis que nous prise est parti, il y a plus. L'argent que la commune de Douala 5 amasse a triplé. Mais elle n'a pas construit une seule salle de classe à son initiative personnelle. Peut-être l'argent a été affecté à d'autres choses. A dit. Parce que Aïdjo se plaint que quand on envoie de l'argent, c'est sous forme de budget d'investissement public, dont le maire n'est que maître d'ouvrage délégué. En fait, c'est le ministère de l'Éducation. Mais pourquoi on est arrivé à ça? On est arrivé à ça parce qu'on a constaté que, et c'est ça le vrai problème, à mon avis, le facteur humain, tu as sur 10 maires, 9 qui ne savent pas comment on fait pour construire une école pour l'intérêt général. Ils peuvent construire leur maison propre, mais pas l'école pour l'intérêt général. Eric, moi je crois que ce que Elimi dit là, je crois qu'il faut relativiser. Parce que moi qui parle, je suis responsable de la commission des finances à la mairie de Douala 2e. Nous avons eu un débat dans ce sens. Et vous savez qu'aujourd'hui, la performance veut qu'on procède, c'est-à-dire qu'on mette en place une gestion par objectif. Il y a eu un débat. Nous avons un débat où l'exécutif, le maire a rassemblé tout le personnel pour dire, bon, voilà les chiffres. Parce que tout le monde sait que, tout le monde connaît le niveau de pression
que connaît la trésorerie des communes, notamment ici à Douala. Donc, pour leur dire, voilà, si celui qui fait tel chiffre, on leur donne des objectifs. Vous comprenez, dans le cadre du recouvrement. Et on leur a même proposé des motivations. Mais quand vous avez, par exemple, un niveau de recouvrement qui n'atteint même pas les 3/4 de ce que l'opérateur privé va faire, de manière objective, hein, moi je dis sans passion. Maintenant, il y a un autre aspect. Vous savez que dans la loi sur la fiscalité locale, le législateur a mis en place un partenariat entre les services de l'État et la mairie. Donc tous les impôts locaux sont émis, liquidés et recouvrés par les services des impôts locaux, en dehors de l'impôt libératoire. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au Cameroun. On ne peut quand même pas, il faut analyser dans le contexte. Nous sommes au Cameroun. Mais ce qui se passe, c'est que l'impôt qui était recouvré sur le terrain, c'est moins de la moitié qui arrivait dans les caisses de la mairie. Et vous voyez que en début de cet exercice même, le maire a été obligé de convoquer, enfin d'inviter tous les partenaires dans le cadre de cette opération dans son bureau. Il y avait les responsables des services des impôts. Je vous assure que si vous savez ce qu'il en est sorti, nous tous nous tombions de nu. C'est-à-dire que même les employés de la mairie qui étaient affectés pour défendre les intérêts de la mairie au sein des CDI, mais jouer contre la mairie. Ils entraient en complicité avec les agents des impôts des CDI pour pouvoir détourner l'argent des impôts. C'est ce qui a amené la mairie de Douala deuxième aujourd'hui à faire que, pour assainir la chaîne de recouvrement de ces recettes, qu'on aille ouvrir, qu'on déporte la caisse de la recette municipale chez un opérateur de microfinance. Non, des microfinances. Voilà, pour qu'on aille plutôt là-bas, pour que les gens ne manipulent plus l'argent. Mais ça rentre à peu près dans ce que dit. Vous comprenez? Le facteur humain. Non, voilà, non, je dis il faut relativiser l'affaire de concession. Comme il parlait de l'affaire de concession, il faut relativiser ça. Dernière réaction. Dernière réaction réaction là-dessus avec l'expert. Et on va parler de ce transfert de compétences que d'aucuns estiment être fait à dose homéopathique, monsieur l'expert. Oui, je voudrais que ce soit vraiment clair pour tout le monde. La décentralisation, ce n'est pas un débat entre l'État et les communes. L'État, les acteurs de la décentralisation, vous avez l'État, vous avez les communes, vous avez les populations, vous avez la société civile, vous avez les bailleurs de fonds. Tout ça, c'est les acteurs du processus de décentralisation. Donc ça ne saurait se limiter à un débat entre l'État et les communes. Et puis même les moyens financiers. Ce n'est pas le point d'achèvement des débats. Parce que la loi donne une compétence générale aux collectivités en matière de développement économique, social, culturel et sportif. C'est une compétence générale. Maintenant, ils doivent mettre en place l'imagination pour développer ces compétences. Donc, on ne saurait dire que c'est une profonde réforme de l'État. Et une profonde réforme de l'État, mais une profonde réforme des relations entre le citoyen et le pouvoir. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tout à fait. C'est pour ça que le citoyen a sa place. Et pour ça qu'on demande d'associer les populations à tout ce que les projets de la commune. Donc, le débat sur les moyens, parce que les maires sont très friands d'argent. Ils aiment bien avoir de l'argent pour en mettre dans la poche. Ils aiment bien avoir de l'argent pour avoir leur rang social. Mais ils doivent savoir que si le législateur a voulu qu'il y ait décentralisation, c'est parce que, je vous ai dit, l'un des enjeux, c'est la gouvernance. Ça veut dire qu'ils doivent rendre compte. Tout simplement. Ils doivent rendre compte à ça. Alors, je vais rester avec vous. Eric, je ne peux pas laisser passer le dernier point que l'expert a dit là. Oui. Quand vous dites que les maires sont friands d'argent, je crois que vraiment, encore à ce niveau, peut-être qu'il ne faut pas relativiser, mais il faut savoir que les mairies d'arrondissement, les communes d'arrondissement, ont une fonction sociale vis-à-vis des populations, parce qu'ils sont élus et ils sont obligés de rendre compte, ils sont obligés de solliciter les suffrages des populations au terme de leur mandat. Ça fait qu'ils sont constamment soumis à des pressions énormes en matière sociale. Vous comprenez? Vous connaissez nos quartiers. Donc, au contraire, moi je crois que l'expert devait dire que les mairies ont besoin de beaucoup d'argent. Mais dit qu'ils sont friands de l'argent. Dit qu'ils sont friands de l'argent. Je crois que l'expert réagit, Abel. C'est-à-dire que moi, je constate, je suis un observateur, je constate que la plupart du temps, les maires se lèvent quand il y a un intérêt pécuniaire en jeu. Ça, c'est ce que je constate. Je vais vous dire pourquoi.
la législation, les lois donnent la possibilité aux maires. Et ça, j'ai fait le tour de tous les maires de Douala, avec correspondance à l'appui, pour les accompagner dans un délai de 45 jours à mettre sur pied le syndicat des communes du Vouri. À travers le syndicat des communes du Vouri, par exemple, les maires peuvent engranger des milliards. Mais ça ne les préoccupe pas. Mais pourtant, vous dites qu'ils sont friands. Ça ne les préoccupe pas. Bon, mais ils veulent l'argent qui entre directement pour qu'on dépense. Alors, Abel, mais les initiatives pour rentrer cet argent, moi je pense que... Abel, la dernière réaction... Je pense que nous sommes en train de bien parler. Parce que tout le monde qui intervient met en cause le facteur humain. Une fois encore. Oui. Quand le conseiller Aïdjo parle de la pression sociale, c'est les maires, c'est les hommes politiques eux-mêmes qui ont transformé leur mission comme cela. Parce que le clientélisme, les déviations politiciennes, le fait de vouloir être un bon maire qui ne construit pas d'école, qui ne construit pas des hôpitaux, qui n'arrange rien, mais qu'on appelle un bon maire quand même. Parce que quand il y a deuil, on vient le voir, il donne 20 000. Quand il y a la maison de quelqu'un brûlée, il vient le voir. Il entre dans une relation contre nature. Il n'a pas mis en place des organismes dans la commune de prise en charge des risques sociaux. Il n'a pas mis en place un mécanisme d'urbanisation qui sécurise les logements, etc. Il n'est pas dans un projet d'urbanisme. Il n'a rien fait sur le lotissement. Il est en train de rien faire. C'est pas utopique finalement. Non, attendez. Enfin, ou bien c'est le président de la République qui ne comprend rien du tout. Ou alors, ou vous ne nous laissez, vous ne nous appelez pas utopistes. Je parle des missions. Je parle des missions. Elles peuvent être difficiles à accomplir. Raison de plus pour que n'importe qui ne devienne même pas conseiller municipal. Et je l'ai déjà dit dans une autre émission ici, que la décentralisation est une lourde mission, une très lourde mission. Regardez l'état de la ville de Douala. On vous dit, pour l'urbanisation que doivent conduire les maires, les délégués de gouvernement, il faut faire les plans d'occupation des sols, ainsi de suite, etc. Regardez l'état de la ville de Douala. Si vous n'avez pas une énergie à défier le diable, vous ne pourrez pas faire le plan d'occupation des sols parce que les gens, d'abord, le sol... Au-delà de Douala. Mais ailleurs, pareil, même dans les communes rurales. Voilà. Donc vous voyez que la qualité de l'homme qui doit devenir conseiller municipal, qui doit... Aïdjo, tu parlais tout à l'heure. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne à Douala 2. J'ose croire que ça marche bien. Mais je suis déjà en train d'aller à 10 ans de conseil municipal. Je n'ai jamais vu dans Douala 5 le maire assis, les conseillers assis, en train de se parler. Les maires trafiquent tout. Ils organisent le fonctionnement de l'institution de telle sorte que les conseillers municipaux ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Les projets ne sont pas élaborés d'un commun accord. On est parti du fonctionnement prévu par les textes pour chuter sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale qui n'a rien à voir. On ramène tout à des travaux en commission qui n'ont rien à voir avec le débat qui doit avoir lieu à l'intérieur du conseil. Et ça obère complètement l'efficacité de l'ensemble de l'institution. Voilà. Quand vous avez quand tu as un conseiller municipal qui a volé l'argent dans son propre parti, vous prenez ce conseiller, vous faites de lui un maire adjoint. Vous voulez qu'il développe quoi? Un voleur développe quelque chose? Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir. Alors, on va poursuivre, monsieur l'expert, sur ce transfert de compétences que d'aucuns estiment à dose homéopathique du pouvoir central vers les collectivités territoriales décentralisées. D'aucuns aujourd'hui s'interrogent sur la célérité. Vous avez fait un certain nombre de définitions tout à l'heure. Comment comprendre que les régionales, au niveau régional par exemple, ce ne soit pas encore fait, et même qu'au niveau communal, qu'il y ait toutes ces interrogations, tous ces manquements? Bon, j'ai dit tout à l'heure d'emblée que le constat est là, le rythme est lent. Et je crois que l'État a même intérêt à accélérer le rythme. Parce que c'est une réforme fondamentale pour l'État du Cameroun.
C'est une réforme fondamentale. On ne peut pas aller au rythme, au rythme que nous avons vécu jusqu'alors. Parce que les premières lois, c'est depuis 2004. Nous sommes en 2015, ça fait 11 ans. Et en 11 ans, je vous ai dit, en même temps que l'État est le garant et le régulateur de cette réforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 11 ans, l'État n'a même pas encore mis une stratégie nationale de la décentralisation, c'est des choses à déplorer. Si en 11 ans, l'État n'a pas encore mis une charte de la déconcentration pour dire comment est-ce que les communes vont fonctionner avec les services déconcentrés de l'État, c'est des choses à déplorer. Si en 11 ans, l'État n'a pas encore fait un statut de l'élu local, c'est des choses à déplorer. Si en 11 ans, même le personnel communal n'a pas de statut, c'est des choses à déplorer. Donc l'État doit se réveiller. L'État doit se réveiller et savoir que on est arrivé à cette réforme parce qu'on voulait poursuivre le développement intégral du Cameroun. Hein? Personne n'a le droit de freiner une telle réforme. Et donc l'ouverture et cette interrogation sur le développement local, d'aucuns estiment qu'il est effectif. Amadou Aïdjo Omongat, qu'il est effectif. On a parlé du budget d'investissement public comme étant justement l'un des aspects de cette effectivité de ce développement local impulsé par l'État. Ça veut dire que au-delà de la question de cette célérité, il y a des choses qui sont faites. Mais vous parlez bien du BIP, mais en même temps, on parle de la sous-consommation criarde du budget d'investissement public. On explique ça par quoi? Vous voyez, quand il y avait déjà l'AMP, tout le monde disait qu'il y avait les lourdeurs administratives. Au lieu d'améliorer, on nous pond encore le ministère des marchés publics. Donc on centralise encore plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, vous allez vous balader dans la rue, vous allez voir que la majorité des prestataires rechignent. Ils ne sont même plus, ils ne sont plus motivés à s'engager dans les marchés publics. Parce qu'il y a les lourdeurs administratives, il y a même pour payer les factures, c'est tout un problème, sans compter la corruption. Vous comprenez? Donc, pour moi, pour nous, à ce niveau, le BIP tel qu'il est implémenté n'est pas un outil fiable. Nous avons déjà dit tantôt, l'expert l'a dit aussi, que en fait, ce sont des projets qu'on envoie aux communes sans demander leur avis. Moi, je peux être dans ma commune, le besoin de mes populations, c'est un hôpital, mais on m'envoie en priorité des salles de classe. Et donc le développement local, la question du développement local, vous qui êtes justement des élus locaux, comment est-ce que vous l'appréciez? Non, le développement local, moi je dis que c'est très lent. C'est très lent. Quand vous parlez à dose homéopathique, moi je dis que c'est très lent. Peut-être que c'est un euphémisme que vous utilisez. Parce qu'on devait mettre un ensemble, on devait prendre un ensemble de mesures, il a énuméré tout à l'heure, pour pouvoir rendre l'acteur local, l'acteur qui est l'élu local, qui est au centre de cela, dans une situation, dans une situation un peu comme au niveau de l'Assemblée, vous voyez comment le député n'est pas n'importe qui. Nous ne demandons pas l'immunité parlementaire. Mais aujourd'hui, vous arrivez même dans un commissariat à côté. Communale. Hein, je ne parle même pas d'immunité. Mais au moins avoir une personnalité affirmée. Vous allez même intervenir pour faire établir une carte d'identité à un de vos concitoyens dans votre commune. Vous arrivez là, vous êtes conseiller municipal, c'est à peine si vous avez 3 chapitres. Donc c'est autant de choses. C'est pas justement ce statut. Alors, sur cette question du développement local à Bel-Île, Amadou et moi, nous partageons beaucoup de points communs. Et la souffrance dont il fait preuve quand il évoque les problèmes est réelle. Elle est réelle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle. Mais je dis que même les solutions à ces problèmes qu'il évoque sont liées aux hommes qui vont entrer en action. Est-ce que vous savez que quand on met en place un conseil municipal, personne ne sait qui est qui là dans ce conseil. Personne ne sait. Il n'y a pas de fiche de renseignement qu'on donne. Personne ne connaît le curriculum vitae de personne. On constitue les commissions. Si vous lisez le décret de 2009 du Premier ministre qui donne les orientations générales de la constitution de l'organe délibérant, etc., comment ça doit fonctionner. Ce qui dit dedans, de faire un règlement intérieur qui devrait organiser les mécanismes de mise en place et des commissions, etc. Aucune commune n'a un règlement intérieur. Personne ne le fait. Parce qu'en fait, les gens sont incapables. Les ressources humaines qu'il y a dans le conseil municipal
sont de très mauvaise qualité. Et je mets en cause, j'indexe, pour appeler les gens à se ressaisir. Il n'est pas normal que dans un pays qui consacre 40% de son argent, de sa fortune à l'éducation, promeuve dans les conseils municipaux les gens qui n'ont même pas un certificat d'études primaires, qui n'ont pas un BPC, qui n'ont pas un CAP, qui n'ont aucun profil. Et on dit qu'ils vont s'asseoir pour régler les problèmes que Aïdjo évoque. Beaucoup de gens dans les communes ne lisent pas le budget qu'on leur donne. Ajoute à cela les maires qui refusent de leur donner les documents 15 jours avant qu'on prévoit la législation. Ils ne lisent pas. Ils votent les délibérations sans les lire. J'ai vu une commune où on a voté de donner à un opérateur de radio-télévision d'une chaîne de la place 3 millions tous les mois. Personne n'avait lu la délibération. Tout simplement parce que pendant le conseil, eh bien, le maire, dans ses artifices qu'on prétend être un très bon maire qu'on a célébré ici, eh bien, il marchait avec une pile de délibération. Vous êtes assis, on vous les passe, vous signez, personne ne lit. Ces conditions de fonctionnement sont telles que vous aurez tout l'argent du monde qu'on va vous donner. L'argent n'ira pas là où les besoins sont. Quand Aïdjo dit qu'il a besoin d'un hôpital, mais on lui envoie l'argent pour les salles de classe. Parce qu'au centre, c'est-à-dire à Yaoundé, on estime que c'est les salles de classe qu'il faut. Mais on aurait dû consulter le maire. Bien entendu. A priori, qui est loqué à côté. Mais le maire, Amadou, le maire, toi-même, ton argent de l'impôt libératoire, de la taxe d'hygiène et de salubrité, des autres taxes que tu dois percevoir, toi, construis alors ton centre de santé pendant que l'État te construit les salles de classe. Et personne ne fait ça. Voilà. Et justement, qu'est-ce que j'ai fait des autres obligations? Mais comment? Tu as beaucoup de choses à faire. Parmi certaines de ces choses-là, l'État t'a envoyé peut-être sans te consulter l'argent pour faire ci ou ça. Ok. Il t'a aussi en même temps délesté de la construction de ces salles de classe-là. Pourquoi la part de l'argent que toi-même tu dois produire, tu n'utilises donc pas ça pour les besoins que toi-même tu as identifiés, alors que l'État a identifié de façon autoritaire? Non, le problème, je ne soutiens pas l'État. Le problème, c'est que c'est moi-même qui dois prioriser. C'est moi-même qui dois prioriser mes besoins. Je suis d'accord avec toi. Je ne remets pas en cause l'exigence démocratique qui voudrait que, en tant que maire, que c'est toi qui t'associe à l'élaboration du budget. C'est l'un des préceptes, c'est l'un des fondements même de la décentralisation. Mais une fois, oui, l'espèce, s'il te plaît, une fois de plus, je dis donc que, vous voyez, même si on disait qu'on va associer les communes à l'élaboration du budget, pour que chacune d'elles ne reçoit la part du BIP, que celle qui est conforme aux besoins, voilà, par rapport à ses priorités. Il faudrait encore que la commune sache quels sont et mettre ça. Et je dis, depuis que nous sommes dans le programme de décentralisation, il y a une ressource qu'aucune commune ne revendique. Pourquoi? Oui, la dotation générale de la décentralisation. Voilà. C'est les sénateurs qui sont les représentants des collectivités locales dans les au Sénat, donc dans le Parlement, qui devraient venir vers leurs collectivités respectives dans la région, récolter les besoins, formuler l'enveloppe budgétaire dont les collectivités auront besoin et défendre ça à Yaoundé. C'est encore le président qui ne fait pas son travail. Je dis, moi je n'aime pas le président bien. C'est un très mauvais président. Mais c'est un président qui vous a donné la responsabilité. On le critique beaucoup. Il a dit, bon, comme vous me critiquez, voilà vos parts. Allez faire, je vois. Les gens sont incapables de le faire. Avant de donner à l'expert, parlant de la dotation générale de la décentralisation, vous comprenez, c'est un fonds qui est, selon la loi, c'est un fonds qui est destiné à financer partiellement la décentralisation. Oui. Mais on a d'abord voté ça, je crois, il y a quelques années, à 5 milliards. Après, c'est passé à 10 milliards. Mais ça représente quoi, monsieur l'expert, par rapport au budget de l'État? Même pas 1%. Et donc, parce que ça ne représente rien, il n'y a pas de revendication. Alors, Abel Elimbe-Lobé, parole à l'expert. Et nous allons prendre une transition derrière son intervention. Oui, moi je pense que il est temps que les acteurs s'approprient de la législation et de la réglementation sur tout à fait. Donc le facteur, les gens doivent se l'approprier. Pourquoi? Parce que quand le législateur prend le temps
de faire une loi, il faut lire. Il est dit clairement que les collectivités territoriales jouissent d'une autonomie. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein? Et on parle de la libre administration des collectivités territoriales. Assumez ça. Il y a un article qui est clair que les collectivités sont gérées par des conseils élus. Ça ne souffre d'aucune interprétation. Donc il faut que les gens s'approprient cela. Maintenant, quand on s'est approprié ces textes, l'acteur qui est l'élu local sait aussi à quoi s'en tenir. L'acteur qui est l'élu local ne doit pas simplement dire que l'État est plus fort, moi je me plie. Non. Quand on est acteur, on doit apporter des éléments pour convaincre d'autres et faire pencher la balance de son côté. Mais l'État en ce moment profite du fait que l'élu local ne revendique pas même beaucoup. Bien sûr. Et que l'élu local fait preuve d'incapacité. Souvent. Bien sûr. Voilà. En plus, oui. Je ne peux pas terminer sans chuter sur le développement local. Parce que le développement local, c'est un terme très profond, consistant. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des enjeux de la décentralisation, c'est le développement. Et qui dit développement local, dit associer les populations. Développement local, ça ne veut pas dire que l'État met des milliards dans une commune. Ça veut dire que chaque commune, à la base, voit quelles sont ses potentialités. Voit maintenant quelles sont ses ressources et puis maintenant essaye d'identifier ses projets. C'est pour ça que le fait Et pour identifier ces projets, c'est avec les populations. Eric. Et c'est pour cela que le PNDP a joué un rôle important dans les 325 communes du pays, Eric. en mettant sur pied des plans de développement communaux, voilà. qui sont devenus aujourd'hui des plans communaux de développement. plans communaux de développement aujourd'hui. Voilà, qui sont devenus aujourd'hui des outils pour la programmation dans le BIP. Voilà. Eric, s'il te plaît, donne-moi une Eric, je vais réagir. On n'ira pas au bout. On n'ira pas au bout de notre programmation. En une seconde. Vraiment une seconde. Une seconde. Je voudrais simplement dire à l'expert qu'il a tout développé, mais il n'a rien dit sur les textes parce que la loi d'orientation là mérite aussi d'être toilettée. Même dans le reportage, nous avons vu l'article 15 qui met l'État dans le cadre du transfert de compétences, l'État est encore concurrent des collectivités locales. Voilà. Quand on dit que les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'État ne sont pas exclusives, elles sont exercées de manière concurrente par l'État et celle-ci. Oui. Vous comprenez, c'est des subterfuges. Je vais m'expliquer. Cet article est à la fois bon et mauvais parce que dans une collectivité où le maire et son conseil sont efficaces, ça peut déranger. Ça peut déranger. Bon, dans une collectivité où le maire et son conseil sont défaillants, la suppléance. Cet article permet au préfet de faire, encore que le préfet n'a pas d'argent pour faire. L'argent reste toujours dans la commune. Mais je voudrais dire dans le cadre du facteur humain que l'application de l'article 60 de la loi fixant les règles applicables aux communes, qui est là depuis 2004, qu'on n'a pas appliqué. Je veux solennellement remercier Aïdo Mombat qui m'a aidé. C'est lui que je suis parti voir avec d'autres pour qu'on mette en route la revendication. Ce qui a été fait. Et il y a eu des évolutions. Voilà. Donc le facteur humain est très important. Essentiel. Il est au cœur de la réussite. Même si on donne à la commune de on a dit une seconde. On lui donne 10 milliards. Voilà, le facteur humain. Je reviendrai à vous, monsieur l'expert. Tout de suite, la transition est derrière la suite. Et la suite, c'est avec un élément un peu plus palpable, plus concret. C'est donc dans le cadre de ce transfert de compétences, ce décret du Premier ministre chef du gouvernement, Philo Moyon, attribuant donc la gestion de certains équipements marchands non encore attribués aux communes à celles-ci, et un transfert ou un décret qui fait polémique aujourd'hui avec notamment certains marchés de Yaoundé, certains marchés dans les espaces gérés par les communautés urbaines. Et c'est le cas donc de certains marchés de Yaoundé, comme je l'ai dit, certains marchés de Douala tout aussi. Et même du côté de Bafoussam, il est difficile pour
les administrations publiques de lâcher du lest. Et du coup, certains s'interrogent. Le Premier ministre a-t-il piétiné un certain nombre de lois? Le Premier ministre était-il dans son bon droit? La décentralisation n'est-elle pas finalement freinée d'une certaine façon au regard des interprétations faites de ce décret premier ministériel? Je commence par vous, monsieur Lespère. Oui, ce que je pense, et je le pense profondément, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation de ce décret du Premier ministre par certains acteurs. Et je m'explique. Ce décret du Premier ministre est pris dans le cadre de la décentralisation. Et cette décentralisation consiste en un transfert par l'État de certaines compétences aux collectivités. Or, le Premier ministre a pris un décret qui transfère les compétences en matière de commerce. Moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment on peut aller dans tous les sens avec ce décret. Parce qu'en matière de commerce, quand on dit bien transfert de certaines compétences de l'État aux communes, hier, c'était l'éducation. On a vu comment le ministère de l'Éducation de base a transféré l'acquisition des tables-bancs avec les moyens. On a vu comment les salles de classe sont transférées avec les moyens. On a vu comment le paquet minimum est transféré avec les moyens. Mais au fait, les communes s'attendent à ce que le commerce leur transfère quoi? Ça aussi, je m'interroge. Qu'est-ce que le ministère du Commerce a à transférer aux communes? En dehors des marchés frontaliers, où le commerce est animé périodiquement, à Baminko, Bankin, et qui aussi, ces communes-là, d'office, tout ce que le ministère du Commerce utilisait pour l'animation de ces marchés, d'office, doit être transféré à ces communes pour leur permettre de poursuivre cette compétence. Voilà. Bon, maintenant, dans l'interprétation, je crois qu'il y a équivoque parce que il y a eu un paragraphe qui a été libellé pour dire que les communes dans leur localité. Voilà. Et je crois que je suis allé plus loin en disant que vraiment ce décret du Premier ministre prête à équivoque. Tout simplement parce qu'il y a l'alinéa 2 qui ne devait pas exister. La construction, l'équipement, ça ne devait pas exister parce que ce n'est pas une compétence du ministère du Commerce. Avant qu'on ne revienne... Donc, je crois que... Amadou Aïdjo, mon quad, sur cette question, justement, la mairie de Douala 2e est pratiquement intransigeante sur sa position. Le Premier ministre a complètement transféré la compétence de la gestion des marchés, en tout cas dans son unité, dans cet arrondissement, à la mairie de Douala 2e. Eric, nous sommes fondés à revendiquer tous les marchés qui sont installés sur le territoire de l'arrondissement de Douala 2e, pour au moins 3 raisons. Premièrement, parce que le Premier ministre... Ce qui est valable pour les autres marchés... Oui, je dis ce qui est valable pour les autres marchés et les autres communes concernés par le même problème. Je crois, oui. En tout cas, vous m'avez posé la question en ce qui concerne Douala 2e. Oui. Je vous dis donc sur quoi nous nous sommes fondés pour pouvoir revendiquer avec autant d'énergie. Premièrement, le Premier ministre qui a signé le décret a des attributions constitutionnelles. Si vous regardez l'article 12, c'est lui qui est chargé de l'exécution des lois. Article 12 alinéa 2 de la Constitution. Ensuite, le Premier ministre, l'expert l'a dit lui-même, c'est le président du Conseil national de la décentralisation. Troisièmement, de manière historique, lors de la dernière mandature, quand nous avons accédé à la mairie Douala 2e, vous savez, quand nous regardons la loi de 2004 sur les règles applicables aux communes, qui disposait en son article 15 que les marchés, le transfert de compétences en matière de gestion des marchés revenait aux communes. Vous comprenez? Et en même temps, l'article 110 attribuait cela aux communautés urbaines. Mais nous nous sommes dit que premièrement, tant qu'une loi n'a pas de décret d'application, nous savons tous qu'elle n'est pas applicable. Donc, en fait, nous sommes arrivés à la mairie, c'est la communauté urbaine qui gérait tous les marchés de Douala 2e, pratiquement. Nous avons dit c'est pas possible. La communauté urbaine est dans l'illégalité depuis 2004. Il n'y a pas de décret d'application. Donc nous ne pouvons pas rester comme cela.
On nous a argué à l'époque qu'il n'y avait pas de décret d'application. Mais vous savez pas ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de conciliambule où ils nous ont rétrocédé ce qu'on a appelé les marchés de proximité. Un certain nombre de marchés. Maintenant, 11 ans après, le décret d'application, le décret que nous estimons être un décret d'application, arrive le 8 juin 2015, où il est clairement stipulé, article 15, que tous les marchés installés sur le territoire d'une commune sont gérés par la commune. Et plus loin, quand l'expert parle de marché périodique, il y a toute une section où on a dit que cela sort du champ des compétences. C'est-à-dire le champ des compétences, on a dit les marchés périodiques, les foires organisés par l'État et tout ça. Cela n'est pas notre compétence. Vous comprenez? Et plus loin, je dois dire que la loi de 2004, dans la formule consacrée à toutes les lois, je crois l'article 156, avait bien précisé que toutes les modalités d'application de cette loi devraient être fixées par voie réglementaire. Donc, il ne nous appartient pas à nous de commenter un décret. Le décret, lui, vient commenter la loi et fixer les modalités. Vous comprenez? Voilà. L'expert réagit. Oui, je voudrais réagir parce que le décret du Premier ministre, dans un de ses articles, dit bien que c'est conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Justement, quand on parle de ce transfert. Or, pour le moment, et je le précise encore, l'article 110 de la loi 2004-18 fixant les règles applicables aux communes donne cette compétence dans les communautés urbaines à la communauté urbaine et non aux communes d'arrondissement. Il faut bien faire attention. Et l'article 15? L'article 15, oui. L'article 15 donne aux communes. Mais quand on arrive à 110, on est dans le régime spécial. Le législateur a fait un régime spécial pour la communauté urbaine. Et ce même législateur dit que quand vous êtes dans la communauté urbaine, sachez que cette compétence-là, c'est la communauté urbaine, c'est l'article 110. Non, et c'est pour ça que... Comme ça, vous êtes en train... Non, je suis désolé. Je suis en train de vous dire... Je suis en train de vous dire... Voilà, Abel élimine la parenthèse. Abel élimine le gars à la parenthèse. Lis-nous l'article. L'article 124 de la loi fixant les règles applicables aux communes. La création d'une communauté urbaine emporte le transfert des compétences et des ressources à la dite communauté urbaine par les communes d'arrondissement conformément aux dispositions de la présente loi. Il s'agit effectivement de ce que Aïdjo est en train de dire, qui est une disposition grave. Ça veut dire que la communauté urbaine peut même prendre tout votre argent. Elle peut aussi prendre vos compétences. Donc Aïdjo a raison de se plaindre. Ce que l'expert dit est juste. Mais le 110... Disons l'article 110. Voici le 110 qui est long. Les compétences transférées à la communauté urbaine. L'article 110 dit: les compétences suivantes sont transférées à la communauté urbaine à compter de la date de sa création. Oui. Attendez. À compter de la date de sa création. Il n'y a pas de... Non, n'interprétez pas. Laissez. Allez-y. À compter de la date de sa création. On commence à citer les compétences. Ouais. Je prends quelques-unes. Création. Non, va là où il y a le marché. 13e ligne là. C'est la création. Les marchés directement. Les marchés. La création, l'aménagement. Bon, alors, la création, l'aménagement d'intérêt. Bon, voilà. On va y arriver. La création et la gestion des centres culturels d'intérêt communautaire. Bon, bref. 13e ligne. Alors, voilà, en tout cas, on est là embourbé dans les textes. Moi, je voulais évoquer quelque chose. Oui, allez-y, évoquer. C'est ça ici. Bon. La construction, l'équipement, la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements marchands d'intérêt communautaire, notamment les marchés, gares routières et abattoirs. C'est la même chose à l'article 15. Mais l'article, ça c'est le régime spécial. Pardon, donnez-moi une minute. Et c'est pour ça que le législateur, monsieur Abel, quand il entre dans le régime spécial, il dit à 120 mutatis mutandis. Non, et dans la commune d'arrondissement, il dit aussi mutatis mutandis. Non, je ne sais pas si mais il faut bien comprendre. Comprennent tout ce gros français. Ce que je sais, c'est que le législateur, il dit, comme tu as dit là, il parle d'équipements marchands, routiers et abattoirs d'intérêt communautaire. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des équipements qui peuvent être d'intérêt communautaire, c'est-à-dire de la taille de la communauté urbaine. Et il y a des équipements qui sont d'intérêt purement communal dans la commune d'arrondissement. Un marché central comme celui de Douala, aucune commune d'arrondissement ne peut le construire.
Vous comprenez? Oui. Aucune commune d'arrondissement. Un hôpital comme l'hôpital La Quintini ou l'hôpital général de Douala, aucune commune d'arrondissement ne peut le construire. Nous sommes là sur le registre des équipements d'intérêt communautaire. Parce que la communauté urbaine, c'est plusieurs communes. Il y a des infrastructures qui peuvent exister sur les territoires, qui peuvent chevaucher les territoires. Par exemple, les routes. Il y a des routes qui relient ces communes entre elles. Aucune de ces routes-là, aucune commune ne peut dire qu'elle va assurer l'entretien et la construction. Il faut un organe qui gère un peu tout ça au-dessus, qui fait ça. D'où l'intérêt de la communauté urbaine. Vous comprenez? Mais, moi je pense... Mais je ne suis pas d'accord, Elie, parce que je suis... Attends, je finis. Je pense que le problème n'est pas dans ce chevauchement. Le problème n'est pas là. À quel niveau? Le problème est que autant la communauté urbaine a beaucoup d'argent. Parce que si vous voyez la communauté urbaine de Douala, mais elle baisse. Mais là, c'est un autre débat. Attendez, elle a 50 milliards de budget, un peu plus d'ailleurs. Ouais, ouais. Si vous sommez les budgets des communes d'arrondissement, ça n'atteint pas les 50 milliards. Ça n'atteint même pas 11 milliards, ça veut dire qu'elle prend de l'argent aux communes d'arrondissement. Beaucoup d'argent. On pouvait imaginer un régime où certaines taxes qui profitent à la communauté urbaine doivent être partagées. Une partie, par exemple la publicité. Je suis outré de voir que dans ma commune, vous avez des gros panneaux publicitaires qui sont installés sur le sol de nos communes, qui ne payent aucun franc dans ces communes-là et qui payent tout l'argent chez un opérateur qu'on appelle... On l'appelle comment? Média Plus. Non, pas Média Plus. CPE. Non, il y a d'autres. Il y a CPE. Non, le nom technique. Le concessionnaire. Le concessionnaire, non, pas le concessionnaire. Il a un nom là. Quand on dit que c'est le régisseur. Le régisseur. Ou bien, voilà. Le régisseur, oui, le régisseur. Média Plus, c'est les régisseurs. Ouais. Bon, au fait, pourquoi chaque commune ne peut-elle pas avoir son régisseur? Quitte à ce que, quand elle a perçu de l'argent, elle reverse une quote-part à la communauté urbaine. Or, toutes les ressources issues des publicités sont versées à la communauté urbaine qui n'a pas l'obligation de partager cet argent-là avec les communes d'arrondissement. Pourtant, exploitant le sol des communes d'arrondissement. C'est 1 milliard, ça s'élève à 1 milliard. Bon, c'est ça. Le budget de 2000. Chutez, s'il vous plaît, monsieur. Il appartient aux hommes, le facteur humain, d'organiser la réflexion sur ces questions. Voilà. Quand vous avez donc des maires illettrés, des maires sous-lettrés, des maires qui sont des voleurs, vous ne pouvez pas avoir une revendication savante organisée qui fait avancer ces groupes. Parole à monsieur l'expert Barthélémy comme Tuenté. Oui. Et finalement, tout ceci ou cette situation de la gestion des marchés qui sont querellés par les communautés urbaines vient mettre aussi sur la table la question même de l'existence ou de l'importance des communautés urbaines. Disons que si le législateur a créé le régime spécial, on ne peut pas le remettre en cause tant que la loi existe. On a bien dit régime spécial. Et on parle de communautés urbaines et de communes d'arrondissement. On ne peut pas remettre en cause la loi maintenant, sauf à le modifier. Et je crois que aujourd'hui, moi, ce débat sur la gestion des marchés dans les communautés urbaines, je crois que les élus locaux de ces collectivités qui animent ces débats sont un peu lâches. Sont un peu lâches. Ils veulent s'accrocher sur le décret du Premier ministre. Hein? Pour moi, je trouve qu'ils sont lâches. Parce que ce débat vraiment n'a pas de raison d'être. Et je dis que je suis un partisan de la décentralisation, même à outrance. Ça veut dire quoi? Dans la décentralisation, la mise en œuvre du processus, vous avez un principe qui est le principe de la subsidiarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on doit transférer les compétences, tout ce qui est à côté d'une collectivité, on lui laisse cette compétence-là. Maintenant, je trouve que les communes qui gèrent les marchés, moi je suis d'accord pour qu'ils aient les marchés. Mais je dis ceci, pour qu'on y arrive, il faut un autre plaidoyer.
pas le plaidoyer en disant nous avons envoyé la délibération au préfet, il a 15 jours pour arrêter, pour approuver. Au bout de 15 jours, s'il n'approuve pas, nous on va faire le sitting dans les marchés. Et là, une autre. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas incongru? Je crois que les élus locaux doivent se battre maintenant pour faire comprendre au gouvernement que pour qu'ils aient plus de moyens pour réaliser leurs compétences, il faut qu'on leur donne le marché. Et on va sauter ce verrou-là dans la loi. Eric, tant que la loi est là, moi je ne vois pas comment on va aller au-delà. Eric, moi je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux parce que il faut pas, quand l'expert parle de lâcheté de la part des élus locaux, moi je crois que c'est un peu trop dire. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Même quand je lis l'article 124, dont Elie me parlait tout à l'heure, moi je peux lui dire qu'il s'agit de communautés en création. La communauté urbaine de Douala a été créée en 87. Vous comprenez? Il y a un autre argument qu'on nous avance, soit disant que c'est la communauté qui a conçu le marché central. C'est faux. Le marché central a été conçu en 81. La communauté urbaine n'existait pas encore. Ça a été conçu par l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il parle des compétences transférées par le ministère du Commerce, et il cite les marchés périodiques qui sont spécifiés dans le décret pour expliquer comment est-ce que le ministère du Commerce doit rentrer dans un partenariat avec les communes d'arrondissement en ce qui concerne ces marchés périodiques, les foires, etc. Vous comprenez? Il dit que, l'expert dit que c'est le ministère du Commerce doit transférer ses compétences. Nous comprenons bien que quand le ministère de l'Éducation de base envoie les cartons pour construire les salles de classe, le ministère de la Santé envoie les cartons pour construire les hôpitaux, le ministère des Affaires sociales envoie les cartons pour acheter les béquilles, pour aménager les centres sociaux. Le ministère du Commerce va transférer l'argent pour acheter quoi? Pour construire pour acheter quoi? Les pommes de terre? Mais là, c'est là la question. Il s'agit du marché parce que c'est une activité commerciale. Vous parlez de quoi? C'est une activité commerciale. Mais non, ce n'est pas ça le sens du décret. Le ministre du Commerce exerce son activité où? J'ai bien dit et je répète. Ce qui fait confusion dans ce décret, c'est l'alinéa 2 qui parle de la construction. Cet alinéa ne devrait pas exister dans le décret du Premier ministre. Mais vous n'avez qu'à attaquer le décret. Non, moi j'ai proposé que ce décret soit rapporté. Moi j'ai proposé. Vous êtes au niveau de l'application. Alors, je vous ai bien expliqué qu'avant le 8 juin 2015, que ce soit la communauté urbaine ou les mairies d'arrondissement, tout le monde était dans l'illégalité. Parce que le principe au Cameroun veut que quand une loi est votée et promulguée, il faut attendre un décret d'application. Tout le monde gérait. Mais sur la base de quoi? Alors, aujourd'hui, d'aucuns estiment que les administrateurs qui refusent justement d'appliquer ou qui traînent à appliquer ce décret du Premier ministre sont dans l'illégalité. On a lu les titres d'ailleurs de certains journaux qui parlaient de certains préfets, de certains délégués du gouvernement qui sont rentrés en rébellion avec le Premier ministre par rapport à l'application de ce décret dans donc le transfert de la gestion de ces marchés aux communes d'arrondissement. La posture de ces administrateurs, comment est-ce que vous l'appréciez, Abel Elimbelobé? Bon, déjà, je n'aime pas beaucoup que dans les affaires de la décentralisation, les administrateurs civils entrent dedans, etc. Ils sont dans les ministères qui s'occupent un peu de ça. Mais ils n'ont pas toujours tort. Je dis à mon ami que j'aime beaucoup que je ne veux pas qu'on vous donne le marché central. Le marché central de Douala n'a pas été construit avec les impôts de Douala 2. Ça a été construit par les impôts des Camerounais. Oui, l'État. Le gouvernement a confié ça à la communauté urbaine. Et c'est le même gouvernement qui dit maintenant qu'il construit sa commune d'arrondissement. Le gouvernement, la loi là n'est pas abrogée. Laisse-je finir. La loi 2004 n'est pas abrogée. C'est une compétence de la communauté. Ouais, laissez-je Mais la finir. même loi de 2004 les modalités d'application de cette loi seront fixées Amadou Aïdio, c'est Abel qui a la parole. Monsieur l'espère, s'il vous plaît. Abel Elimbelobé a la parole. L'argent qui a construit ce marché, c'est l'État. Il a donné ça à la communauté urbaine, c'est-à-dire qu'il a érigé ce marché au rang d'équipement d'intérêt communautaire. S'il doit rétrocéder, je tiens à rappeler que les missions de la communauté urbaine exigent qu'elle ait aussi de l'argent. Si vous lui enlevez tout l'argent pour donner ça aux communes d'arrondissement, vous aurez des équipements d'intérêt communautaire qui ne seront pas construits, entretenus. Parce que la communauté n'a plus d'argent. Ça, c'est un. Deux,
Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des maires d'arrondissement et même des autres maires. Allez à Yaoundé 6. Le maire n'est pas parti revendiquer qu'on lui donne le marché central. Il a fait asseoir dans le cadre du partenariat public-privé les commerçants de sa commune. Ils ont mis 600 millions de francs sur la table. Et la mairie a mis 200 millions. Ils ont construit leur propre marché. Qui n'ont pas attendu qu'on leur rétrocède les marchés. Ils ont construit leur propre marché. Construisez vos marchés. N'allez pas chercher les marchés que la communauté urbaine gère. Allez construire vos marchés. Vous avez les banques, vous avez le FECOM, vous avez vos propres commerçants. Mobilisez ça si vous êtes des bons maires, avec des bons conseillers municipaux, avec des bons maires adjoints, pas ceux qui volent l'argent de leurs camarades et ils viennent s'asseoir là, ils prennent les postes qu'ils n'ont pas. Si vous avez des bons, vous allez mobiliser des projets, vous allez mettre sur la table des projets bien ficelés qu'il faut faire. Je féliciterai toujours le maire de Yaoundé 6, Abouya, le maire Mbela, Moké, n'a pas allé discuter une commune, un marché avec quelqu'un. Il a créé son centre commercial qui est à Abouya, allez le voir. Donc ce débat est un mauvais débat que des maires paresseux, incapables de travailler, organisent ici parce qu'on dit que le Premier ministre, le marché central appartient à la communauté. Et quelle est donc la place? Monsieur le délégué, ne donnez pas ce marché-là au maire de Douala 2, ce n'est pas son marché. Quelle est donc la place du décret du Premier ministre? La place, c'est les marchés qui sont dans les communes d'arrondissement. Voilà. Et je vous rappelle qu'au lieu de construire les marchés, ils vont dans le désordre urbain prélever l'argent, les taxes d'occupation temporaire de la voie publique, des gens qui sont sur la voie publique, alors que la loi dit que l'exposition des marchandises sur la voie publique est interdite. Alors, allez chercher votre argent. Amadou Aïdjo, mon quad. Oui, Elimbi, on t'a bien suivi. Mais encore une fois, je dis, il faut qu'on soit marché. sérieux. Quand Elimbi dit qu'on va déposséder la communauté urbaine de ses recettes, alors que la communauté urbaine a des engagements communautaires, je dois rappeler que la communauté urbaine a un budget global de 43 milliards, presque 44 milliards. Et dans les 44 milliards, elle se croise les bras. Ce que l'État lui envoie, sans effort, c'est 39 milliards. Donc le seul effort que la communauté urbaine doit faire pour leur personnel, pour recouvrer leurs impôts et tout ça, c'est... Là, vous parlez de la communauté de Douala. Communauté urbaine de Douala. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Je ne dis pas que... Laisse-moi finir, Elimbi. L'ensemble des marchés, les recettes générées par l'ensemble des marchés gérés par la communauté urbaine n'atteignent pas 1 milliard, c'est 575 millions. 575 millions. Ça ne représente même pas 2% de leur budget. Vous comprenez? S'il n'y a pas une volonté, s'il n'y a pas une décision, une volonté de vouloir masquer peut-être les recettes les recettes réelles générées par les marchés, qui est la majorité en distrait, pourquoi est-ce qu'ils doivent s'accrocher sur un truc qui représente moins de 2%? Oui. Je vous dis moins de 2%. Oui, mais si vous leur prenez 2% pour ce marché, vous allez leur prendre 3% pour autre chose. Vous allez leur prendre 1% pour autre chose. Parole à l'expert. Vous leur aurez pris parole à l'expert, messieurs. Là, je préfère rester strictement sur le débat sur la gestion des marchés. La gestion de la communauté urbaine, si on commence à s'étendre là-dessus, ça va encore faire tout un autre débat. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Donc, pour rester strictement sur le débat sur la gestion des marchés, je dois dire que cet équipement marchand géré doit tenir un compte d'exploitation. Or, j'ai vu dans les médias, la presse, ces dernières semaines, où les gens disent qu'à Douala 2, le marché central, à lui seul, va rapporter 500 millions par an. Mais est-ce qu'ils ont mis en face les charges? L'étanchéité, l'éclairage, l'entretien et tout. Est-ce qu'ils ont mis en face les charges? Et je peux vous dire même qu'à l'heure actuelle, je crois que la communauté investit beaucoup d'argent dans ces charges-là. Donc, si j'avais un conseil à donner à ces gens de la commune de Douala 2, faites même d'abord un cahier de charges. Voyez, même si vous vous équilibrez. Si on leur donne même ça, ils vont même pas le gérer. Ils vont pas le gérer. Oui, et puis je veux dire... Ils ont des petits marchés là qui sont dans quel état? Et puis je veux dire que par rapport à ce débat, et pour répondre à votre question,
Je crois que le préfet du Vouri et les délégués du gouvernement sont restés dans la légalité. S'ils n'étaient pas dans la légalité, moi aussi, j'allais me tourner contre eux. Mais je crois qu'ils ont lu la loi, ils ont vu que, ils sont du côté de la loi. Ils ont pris leur position, ils restent là-dessus. Même si ça va. Et quelle est la position du préfet? Même si ça va. Je voudrais savoir quelle est la position du préfet. Le préfet n'a pas approuvé votre délibération. Non, quelle est la position du préfet? Il n'a pas approuvé. Ça veut dire que votre délibération n'a aucune valeur. Eric. Si le préfet avait approuvé, ça veut dire qu'il est d'accord avec vous. Eric. Bon, Vous là, ça avez veut dit dire que qu'il se le porte en préfet a faux. 15 jours pour approuver et au bout de 15 jours, Ça veut on dire va faire que- le sitting. ça veut dire, je reste avec Barthélemy comme. Ça veut dire que il s'oppose à un décret du Premier ministre. Qui? Il ne s'oppose Le pas. préfet, le délégué du gouvernement. Non, il ne s'oppose pas. Le Premier ministre est là. Il ne Si le s'oppose pas. préfet s'oppose à son décret, ce n'est pas encore Il ne s'oppose ce n'est pas. pas au maire de réagir. Le C'est Premier préfet, ministre qui va réagir. C'est son décret. en tant que tutelle, assure le contrôle de la légalité. Il s'est rendu tout simplement compte que la Mieux délibération... que le Premier ministre. Non, on parle d'une délibération soumise au préfet. Il se rend compte que cette délibération n'est pas conforme à la légalité. Il n'approuve pas. Une délibération qui partait d'un décret. Une délibération qui partait d'un décret, tout à fait, comme tu le dis. Moi, je crois que l'ESPER a la maladie de tous les hauts fonctionnaires du Cameroun, qui pensent que dans les communes, il n'y a que des Est-ce qu'il est fonctionnaire? Non, j'ai dit que j'ai la maladie l'impression des qu'il a hauts cette fonctionnaires. maladie-là. C'est un fonctionnaire. syndrome. Même Lindi a ça, bien qu'il soit élu local. Il a ça. Parce qu'on prend les conseillers municipaux. Parce que quand j'entends ici que nous avons estimé que le marché central doit nous rapporter 600 millions, il a trouvé que c'est une aberration. Mais un budget équilibré en recettes et en dépenses. Nous avons dit que pour les 5 mois, à partir de la date où nous avons fait notre conseil extraordinaire, que les 5 mois, pendant les 5 mois, le marché central pouvait nous rapporter 250 millions. Mais quand on fait une projection sur 12 mois, on va à 600 millions. Mais à côté de cela, il y a les charges. Vous croyez que moi qui vous parle, je suis né au marché central. Peut-être que vous ne savez pas. Je suis né au marché des chèvres. Et mon père était conseiller municipal lorsqu'on a conçu ce marché. Nous avons été les victimes du marché central. Ça s'appelait le marché Lagos. Donc vous parlez comme s'il s'agissait de quelque chose que nous vivons au marché central. Nous connaissons les problèmes du marché central. Donc excusez-moi du peu. C'est encore ça, le complexe de supériorité ou le complexe d'infériorité dont sont victimes les élus locaux. Alors, par rapport à Vous notre comprenez? logique de décentralisation, la posture des administrateurs, préfets, délégués du gouvernement, d'aucuns estiment aujourd'hui qu'ils ont plus à perdre à laisser finalement la décentralisation se faire et donc ces marchés être gérés par les collectivités locales décentralisées. C'est la raison pour laquelle il bloque quelque peu ce décret du Premier ministre. Mais c'est pour cela que quand l'expert parlait des enjeux, il a cité les enjeux, je lui ai dit de ne pas oublier les enjeux obscurs, les enjeux mafieux, parce que c'est ceux-là qui sont même plus importants. Nous avons entendu beaucoup de choses, vous comprenez? On a entendu beaucoup de choses, mais qui sont, pour nous, qui ne sont que, je ne sais pas, qui ne sont que des manœuvres dilatoires. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, nous savons que pour revendiquer ton droit, tu es obligé de faire un peu ce qu'on appelle à Nobel le palapala. Vous comprenez? Bon, mais simplement, je dis que le marché central est un enjeu mafieux énorme. Oui, ça c'est vrai. Vous comprenez? Ça c'est vrai. Parce que lorsque... Il peut rapporter plus d'argent. Il peut rapporter plus d'argent que ça, que 564 millions, qui n'est pas seulement les revenus du marché central, c'est tous les marchés que la communauté urbaine gère. Sandaga, tous les experts, Vous ils vous comprenez? disent que les marchés peuvent générer plus que ça. Bon, je vais t'apporter quelque chose. C'est ce que l'expert voulait dire tout à l'heure. Il n'a peut-être pas le texte. L'article 125, alinéa 3, est très clair. Il a raison de dire tant que la loi est là, on doit appliquer. Hein? Ça veut dire que si elle n'est pas bonne, il faut la changer. Lui, il dit qu'il faut pouvoir faire un peu le parapara. Pour revendiquer son droit. Non. Ils ont dans notre droit. Par Non, dans l'état de droit, Vous savez, moi je dois dire, tout ce que nous faisons ici, il n'y a pas de palapala dans l'état de droit. Mais je vais vous dire, non. Non, On on comprend parle- ce qu'il nous a sommes- voulu dire. Je veux simplement dire que... Monsieur l'expert, non, attends, monsieur l'expert, je vais vous dire. Oui. Ce que nous faisons là, nous interprétons la loi. Mais vous allez demander à n'importe quel juriste. L'instrument qui est habilité à interpréter une loi, c'est le décret d'application qui fixe les modalités, parce que la loi est générale. Mais quand vous venez, vous-même dans votre propos introductif, vous avez dit que selon vous, vous croyez que. Vous comprenez?
Donc aujourd'hui, je crois que c'est monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est signataire de ce décret, qui pourra, à juste titre, nous dire la philosophie qui est derrière son décret. Mais il serait donc sage qu'on attende la position du Premier ministre. Non, c'est C'est pour cela que j'ai dit que il serait sage qu'on attende la position du Premier ministre. Il n'est pas censé que le Premier ministre fasse un décret et puis il fait encore un décret pour expliquer son décret. Non, je ne lui demande pas de le faire. J'ai dit il n'y a que lui qui soit habilité. C'est ce que j'ai dit. Quand on fait un décret, nous n'avons pas commenté. Quand on fait un décret ou une loi, ce qui peut suivre, c'est des lettres circulaires pour expliquer comment on va appliquer. Oui, c'est ça. Oui, ça nous avons entendu ça dans Estive hier. Je crois que tu dois être dans les secrets. Tu dois être dans les secrets. J'espère que tu n'es pas ambitieux ici. Je voulais... Non, il n'y a aucune mission. Quand il parle de lettres circulaires, nous avons suivi un débat à Estivière. Ça c'était la chaîne. Il y a des rumeurs, selon lesquelles le MINAC serait en train de préparer une lettre circulaire pour fixer. Vous comprenez? Bon, toi tu le dis, peut-être que tu es dans le secret. Je veux dire que quand on a fait la loi portant fiscalité locale, le ministre de l'administration territoriale, conjointement avec le ministre des Finances, ont fait une lettre circulaire pour expliquer comment ces taxes-là doivent être faites. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bon. 2. L'article 125, alinéa 3, dit que lorsque le conseil municipal de la commune d'arrondissement, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, adopte une délibération contraire à celle de la communauté urbaine, la délibération de la commune d'arrondissement est nulle de plein droit, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par la communauté urbaine. Donc n'allez jamais vous asseoir dans vos conseils municipaux là pour prendre vos délibérations à tête chercheuse pour aller prendre un équipement qui nous appartient. Et Limbi, tu parles. Tu parles. Non, je t'ai écouté, je dois aussi te rappeler que quand l'article 60, quand le décret est sorti sur l'article 60, concernant le fonctionnement des conseils municipaux, il n'y a pas eu de lettres. Hein. Il n'y a pas eu de lettres. Après le décret, il n'y a pas eu de lettres. Si le décret est suffisamment clair, pourquoi est-ce qu'on fait une lettre? Mais pourquoi on ne l'appliquait pas? Il est aussi diversement interprété. Comme ici, c'est aussi de mauvaise foi. Pourquoi je voulais te dire tout à l'heure que on n'est pas obligé de faire du pala-pala. Quand toi et moi, on s'est mis pour revendiquer nos droits. On s'est mis à revendiquer nos droits. On n'a pas fait le pala-pala. Voilà, on va sortir. Terminer rapidement. Je veux dire que vraiment, les maires ont un ensemble d'outils qui sont fonctionnels. C'est eux qui sont incapables et ils s'en vont faire des batailles. Eric, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre 80% débat. des marchés. C'est pas parce que nous avons autant d'outils que vous allez nous délaisser des autres outils. 80% des marchés de la ville de Douala sont des marchés spontanés. Ça c'est un autre débat. Sont des marchés spontanés qui ne sont même pas à rétrocéder, qu'il faut détruire. Le marché double bail, personne ne l'a construit. Je vois les maires qui s'en vont mettre des régisseurs là-bas. Vous mettez les régisseurs pour régir les cases des gens. C'est que vous voyez comme boutique là au marché Bédi ou au marché de Misoké. Ce sont les maisons des gens. Le régisseur n'a rien à faire. Il régit quoi? Il va percevoir les loyers. Donc vous demandez qu'ils aillent construire leur marché. Je dis qu'ils construisent leur marché. Comme à Yaoundé 6. Qui construit son marché. Voilà, on va sortir. On va sortir avec vous. Monsieur l'expert, vous aurez la dernière intervention. On ne va pas s'attarder inutilement sur ce la débat, dernière intervention. Sur la gestion des marchés. Oui. En tout cas, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. C'était notre dernier point. Non, parce que la commune de Douala 2 a pris une délibération. Le préfet n'a pas approuvé. Qui prennent acte. Maintenant, quand les gens disent qu'ils vont aller faire un sitting pour prendre de force, je dis que faisons attention parce qu'on est dans un état de droit. C'est aussi ça la décentralisation. Non. La décentralisation n'est pas l'anarchie. La décentralisation n'est pas l'anarchie. Je veux savoir si la mairie de Douala a dit que... Mais moi j'ai vu dans les journaux, à Douala 3, on va aller faire les journaux. Parce que ce qui s'est passé à Douala 2 justement
fait tache d'huile dans toute la République. Et ça va faire tache d'huile dans les 14 communautés urbaines du Et les Cameroun. préfets n'approuveront pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Non, Merci, le marché merci, central merci. n'appartient pas à la Merci. commune de Douala. Merci à vous, messieurs. Merci à Elle Belé appartient à l'État. Merci à Amadou Ali Diop. Merci, monsieur le l'expert. appartient à l'État. Allez, merci, messieurs, s'il vous plaît. Vous permettez qu'on conclue. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés autour de Séverin Tchoumba, monsieur le réalisateur. Merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur. Passez une très bonne semaine et surtout rendez-vous à pris pour la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission 237 le débat. Au revoir.